Après des semaines et des mois de confinement, d'enregistrement à distance, de rencontres sur Zoom, et une année d'invention sonore entre Paris, Tokyo, New York et Palo Alto, j'ai décidé de mettre mon masque et de sortir pour voir comment séduire la chance dans mon travail au dehors. Et j'ai rencontré Raphaël. C'est quel sujet? C'est sur la sérendipité. Ok. Ça vous dit quelque chose? Ouais. C'est vrai? Ouais. Ah bon? C'est le fait de faire des rencontres un peu au hasard, mais qui sont des bonnes rencontres. Et donc, dans quel état d'esprit on se met par rapport à ça? Tout crée de la sérendipité. De vivre, ça crée de la sérendipité. La preuve, vous êtes venu me parler. Je pense que ça me fait du bien d'ailleurs de vous parler en vrai. Ouais, c'est vrai. Je sais pas ce qui va en ressortir, mais jamais je me serais dit qu'aujourd'hui on allait me parler de sérendipité. D'ailleurs, j'en parle pas souvent, mais c'est pas un hasard. Je pense que c'est pas un hasard. Vous savez que moi je suis en train de travailler là. Moi je suis un peu au bureau en fait ici dans ce parc. On dirait pas? Ça me choque pas. Je trouve ça plutôt agréable pour vous, c'est bien. De travailler dans ces conditions, dehors, au soleil, d'avoir la joie de profiter du monde en fait. Et pas d'un bureau fermé devant un ordinateur. Sérendipité ou pas, bizarrement, des semaines plus tard, j'ai recroisé Raphaël dans un tout autre quartier de Paris. Il était avec une jeune fille et c'était un peu comme si je recroisais un collègue de bureau. On s'est salué poliment, avec une certaine distance, mais aussi un peu de connivence. Parce que contrairement à ce qu'il disait, travailler au bureau, ce n'est pas nécessairement ne plus avoir la joie de profiter du monde. Au contraire, c'est souvent aussi rencontrer, échanger, se connecter, faire des découvertes, bref, ouvrir un espace de sérendipité au boulot en croisant l'inattendu, les oublis, les redécouvertes et parfois même l'intuition. On appelle ça l'effet machine à café. Aux États-Unis, on parle de water cooler effect parce qu'il y a plus de machines à eau que de distributeurs de café. Mais c'est le même principe, la rencontre et l'inattendu nourrissent les idées. Au nom de ça, Google a réaménagé ses bureaux pour, je cite, « maximiser les collisions occasionnelles de sa force de travail », dans un univers qui convoque donc la sérendipité au boulot. Donc voilà, oui, la sérendipité, qui n'est pas honnêtement le mot le plus utilisé, c'est plutôt la collaboration qui revient le plus. Mais ça s'inscrit dans toute cette logique de dire, il faut qu'on trouve une manière de faire interagir, de faire se parler, de faire se croiser nos salariés, et de là, de l'innovation, des bonnes idées vont naître. Faire naître des bonnes idées au bureau, c'est ce qui passionne Camille Robineau. Elle a monté l'agence Comme on travaille et son métier, c'est de réaménager les espaces de travail. Du coup, elle a étudié l'arrivée de la sérendipité dans nos bureaux. Ça naît en fait dans les entreprises de la Silicon Valley. Il y a des exemples qui sont très connus, comme Facebook qui a créé dans ses headquarters, son siège, un open space géant d'une seule traite sur un seul niveau, un seul étage, sur 40 000 mètres carrés. Et puis un autre cas connu, c'est aussi le Ring, une sorte de soucoupe volante là, de Apple dans son nouveau siège social, pareil, en Californie, avec un immense parc au milieu comme ça de cet anneau, avec aussi l'idée d'avoir toujours des circulations très fluides pour que les salariés échangent, se croisent, etc. Et donc la sérendipité, on peut dire que c'est un peu la cherry on the cake, quand de l'interaction naît l'étincelle, la magie, de la valeur en fait pour l'entreprise, dans un contexte où l'économie va de plus en plus vite, il y a un besoin, une volonté très forte d'innovation. Ça fait combien de temps que les entreprises se disent ça dans la Silicon Valley ? Bon, je pense qu'en fait, cette idée déjà d'avoir un bureau qui suscite la communication, il trouve sa source dès les origines des espaces ouverts. En fait, le moment où on a un peu fait tomber les cloisons, à l'époque on appelait bureau paysager. Donc ça remonte aux années 70. Le début des open space, avec derrière l'idée d'en tirer une valeur pour l'entreprise. C'est-à-dire que c'est pas totalement désintéressé. Après, c'est un discours qui fait comme si la sérendipité naissait que de l'interaction. Or, c'est faux. C'est faux. Dans tous les exemples, très nombreux exemples en tout cas, connus d'inventions qui ont été découvertes plus ou moins par hasard, c'est pas forcément du tout une interaction. Ça peut être tout simplement, on a vu dans son environnement un signal autour de nous et ça nous a inspiré. Ça peut être une lecture, ça peut être... c'est souvent en fait aussi l'observation individuelle, mais qui ne s'ancre pas forcément dans une interaction. Ok. Pour plus d'import-export de créativité, il faudrait donc créer des espaces de collaboration et d'échange,
mais aussi des temps et des lieux de réflexion personnelle et même de contemplation. Mais depuis plus d'1 an, depuis que le télétravail a bouleversé le travail, on en arrive à se dire que le bureau, c'est en gros là où je suis et même parfois là où je vis. Reste à l'aménager et à l'imaginer. Alors j'ai eu envie d'entendre ceux qui vivent et qui travaillent dans le berceau des innovations, au cœur de la Silicon Valley, comme Scott Dorley. Il a écrit Make Space, un livre qui donne des pistes pour repenser les espaces de travail de façon plus collaborative. Il est aussi directeur de l'école de design D-School de Stanford et surtout, il vit à Palo Alto où il fait beau. It's a little after sunrise. It's about 8 a.m. It's probably 70. It's a really beautiful day. Et ça, c'est peut-être déjà un indice de sérendipité. J'ai pas mal de théories là-dessus. Pour moi, le climat a un impact énorme sur la créativité et sur notre façon de penser. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Si la côte ouest des États-Unis est le berceau de l'innovation, c'est dû à la météo. Si c'est là que tant de gens passent énormément de temps à essayer d'inventer des choses qui seront utiles à d'autres, ce n'est pas par hasard. C'est bien ça la raison d'être de la Silicon Valley, et je pense que la sérendipité est très liée à tout ça. C'est lié au climat. Moi, par exemple, je vis à Palo Alto, et chez nous, tous les jours se ressemblent. Ça fait que pour nous, certaines choses paraissent moins urgentes. Et donc, ça nous permet de garder l'esprit ouvert à d'autres découvertes. Bon, mais si on n'a pas la chance de vivre en t-shirt toute l'année, est-ce qu'on peut booster sa créativité et créer plus de sérendipité ? Oui, pour moi, la sérendipité, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez forcer. Si on la force, ce n'est plus de la sérendipité, parce qu'il y a une part de lâcher-prise, mais on peut la susciter. On peut créer une situation où elle est plus susceptible de se produire, disons. Vous pouvez aider les gens à se mettre en situation d'avoir l'esprit plus ouvert. Vous pouvez créer un contexte propice aux nouvelles connexions. Je peux t'expliquer un peu comment nous on fait ça. Scott m'a donné quelques tips pour convoquer la sérendipité au bureau, faire des réunions debout, travailler sur des surfaces verticales en collant des feuilles sur des murs pour échanger plus, changer souvent les meubles du bureau pour redistribuer l'espace et penser autrement. Mais ce qui m'a le plus surprise, c'est que Scott travaille beaucoup sur ce que l'on a dans notre champ de vision. Nous, on aime aussi avoir un espace très riche visuellement face à nous. Ça suscite la sérendipité parce que pour moi, un espace de travail créatif, c'est un lieu où tu peux apprendre beaucoup. Donc avoir un espace visuel avec beaucoup de choses à regarder et voir le travail des autres, ça peut être très inspirant. Par exemple, on a créé un espace en collaboration avec Google, pour la Google School for Leaders, avec un cabinet de curiosité et plein de choses à observer pendant les pauses. C'est une sorte de très grande étagère qui contient plein de petits bibelots intéressants. Chacun peut les manipuler, ouvrir les tiroirs et découvrir des senteurs ou des objets cachés. Il y a plein de choses à regarder et à découvrir. Et ce qu'on espère, c'est qu'en jouant avec ça, tu puisses trouver de nouvelles idées et des connexions en découvrant des choses que tu n'as jamais vues. Je pense qu'il y a un état d'esprit particulier qui fonctionne très bien pour la sérendipité. C'est ce que j'appelle l'inspiration analogue. L'exemple le plus connu pour ça, c'est le premier Apple Store, qui a été conçu en s'inspirant des réceptions d'hôtels de luxe. Le Genius Bar, par exemple, est clairement inspiré du concierge du Ritz ou du Carlton. Ça, c'est de l'inspiration analogue. C'est aller quelque part, observer quelque chose qui ressemble à ce sur quoi tu travailles, mais dans un contexte totalement différent. Donc tu te retrouves ainsi exposé à des idées qui ont une toute autre saveur. Et ça, c'est hyper efficace. C'est ce qu'il y a de plus efficace pour créer de nouvelles idées. En
en écoutant Scott parler de ses cabinets de curiosité chez Google et du modèle hôtel grand luxe d'Apple, j'ai tout de suite pensé au Festival de jazz de Montreux, qui est dirigé par des pros de l'hôtellerie. Ils savent mettre les artistes en état de créativité ultime pour qu'ils sonnent comme nulle part ailleurs. Nina Simone, qu'on entend ici à Montreux dans le meilleur concert de sa carrière pour moi, paru sur l'album de Montreux Years, Nina Simone, donc, Bowie, Prince et beaucoup d'autres étaient fascinés par les fameux cabinets de curiosité des chalets de Montreux où Thierry Amsalem les a accueillis. Il y a 2 grands chalets, un petit. Vous voyez derrière moi, c'est plein d'objets. Sur 1000 mètres carrés, il n'y a que des objets. C'est farci d'objets, de musique, d'objets liés au XXe siècle, à l'art déco, art nouveau, au kitsch. Je pense que en 30 ans, un peu plus de 30 ans, j'ai accueilli plus de 10 000 musiciens, artistes, superstars. Puis après, on allait profiter de la vue, on racontait plein d'histoires avec les objets, tout ça. Ça incite. Les artistes, ils rentrent ici, ils sont sur le derrière. Et si au fond, pour inventer et découvrir, on avait besoin de se retrouver comme des artistes, ou même carrément comme des enfants au milieu de jouets au bureau, comme ça se fait chez Google, où Julie est chargée du brand marketing. À cause de la pandémie, ça fait plus d'1 an et demi qu'elle n'est pas retournée à son bureau, et les espaces de sérendipité, organisés autour des cuisines Google à Bayview ou à New York, commencent sérieusement à lui manquer. C'est vraiment écrit dans les livres blancs de chaque bureau Google qui s'ouvre à travers le monde. C'est le principe des micro-kitchens. C'est prouvé par la data et il y a un métrage précis. Ils ont prouvé qu'il fallait une micro-kitchen à moins de quelques mètres de tous les bureaux, c'est-à-dire un endroit où tu peux aller prendre un café, prendre une boisson, prendre à manger et du coup potentiellement tomber sur quelqu'un à ce moment-là, quelqu'un qui va juste passer par là. Et donc ça, c'est une des choses qui clairement permet la sérendipité parce que tu tombes toujours sur quelqu'un. Il y a dans le building dans lequel j'étais, dans lequel je suis encore techniquement aujourd'hui, une salle, une de ces micro-kitchens entièrement dédiée au Lego. Donc il y avait un mur de Lego entier avec des boîtes de Lego et pareil, tu pouvais t'asseoir, prendre des Lego, faire quelque chose et donc les gens construisent un objet. Il y avait notamment la tête de nos fondateurs, etc., en Lego, et les gens après les laissent sur une sorte de petit musée qui est créé. Et alors après, il y a aussi les espaces plus. Moi, dans mon premier bureau à New York, j'étais à côté d'un mur d'escalade, donc il y avait toujours des gens qui passaient par là et qui faisaient de l'escalade au milieu de la journée et ça fait toujours un truc marrant à regarder. C'est très très important ces espaces de convivialité parce qu'il se passe énormément de choses là et évidemment beaucoup de discussions et beaucoup de... Ouais, la sérendipité peut vraiment arriver dans ces endroits-là. Et je pense que toutes mes grandes discussions qui ont généré mon prochain job, etc., se sont faites dans ces micro-kitchens. J'associe énormément la sérendipité à l'opportunité, et peut-être parce qu'il y a un alignement de planètes ou de choses, mais aussi parce que la personne est prête à la voir et à la comprendre et à prendre le risque de la saisir. Et je pense que chaque étape, effectivement, est faite comme ça. Et ces idées créatives et ludiques sont arrivées chez nous en France. On a plus de baby-foot que de murs d'escalade, mais comme Anne Thévenet-Abitbol, qui est directrice prospective et nouveaux concepts chez Danone, on cherche tous comment créer des environnements où les idées deviendraient contagieuses. Absolument. Oui, il y a l'effet contagieux. Non, et tout ça change, je veux dire, avec le fait qu'on ait un ordinateur, oblige à maximiser des occasions de rencontre. En fait, c'est ça. Là où il n'y avait que des bureaux en open space, néanmoins, dès le départ, tout a été recomposé de manière à ce qu'il y ait en fait 2 tiers de bureaux et 1 tiers de lieux de frottement.
C'est comme ça que vous dites? Oui. Même les couloirs sont composés de banquettes contre les murs. On peut tout à coup croiser quelqu'un, commencer à discuter, puis s'asseoir sur la banquette. Ça marche, ça arrive. Ben oui, ça arrive. Oui, ça arrive, ben oui. Dans les couloirs, les apéros et les team building parties, il y a toujours cette effervescence optimiste, avec cette envie de faire ensemble. Et pourtant, parfois, moi, quand je me retrouve face à la feuille blanche, face à ma part critique, celle qui se soucie de savoir si ce qu'on fait est vraiment original, mais aussi léger, complet et rigoureux, j'ai une sorte de blues solitaire. Alors, j'en ai parlé à Anne. Est-ce que vous, dans votre processus créatif, quand vous cherchez des idées, ou quand vous en cherchez pas, mais vous en poursuivez, enfin bref, quand il y en a qui arrivent, à un moment donné, vous avez un espèce de blues. Vous dites, bah non, finalement, je suis partie dans tous les sens, ça marche pas. Est-ce que vous avez ces moments-là? Mais bien sûr, des moments... En fait, finalement, ma fonction chez Danone, c'est un peu, j'ai un pied dedans, un pied dehors. C'est un peu ça, là aussi, la serendipity. Et donc, quand on est en forme, un pied dedans, un pied dehors, c'est génial. Ça circule, c'est joyeux, c'est plein d'énergie. Puis quand on n'est pas en forme, on est juste nulle part, quoi. Mais vous connaissez le mot sérendipité? Oui, non, pas tout à fait, pas tout à fait. Et en italien, on ne dit pas ça. En écoutant Anne, je me suis dit que comme beaucoup de télétravailleurs, j'avais sûrement besoin des cabinets de curiosité d'autrui et de frottement dedans-dehors. Alors, je suis allée travailler dans un espace de coworking. Et je suis arrivée chez Descopolita. Oui, je voudrais venir travailler chez vous aujourd'hui. Et j'ai rencontré le fondateur du lieu, Alexis, sur le toit. Et voilà, dehors ou dedans? Dehors. Des bottes de paille. C'est génial de voir ça au bureau. Avant, on avait des ruches. Les rennes n'arrivent pas à survivre. Alors, serendipité. Et c'est le mot d'origine, c'est serendipity en anglais, c'est ça. Hein. C'est assez à la mode comme terme, mais c'est parfois un peu obscur. C'est la découverte fortuite, c'est ça? Et quel est le lien avec Descopolitan? Je voulais savoir si vous suscitez la sérendipité, c'est-à-dire les rencontres, la co-création. Est-ce qu'on s'attend à ça? De découvrir un lieu comme ça, je suis pas sûr qu'on s'attende exactement à ça ici. Et c'est le but, hein, de toute façon c'est une tendance très marquée qui est de développer des lieux inattendus, que ça soit beaucoup dans le lifestyle, dans le loisir, un peu moins dans le professionnel. C'est sûr que vous comparez en termes d'expérience, on entend les rapaces. Hein, c'est pour chasser les pigeons. Pour développer les surprises, les rencontres, la créativité et l'inattendu sur le lieu de travail, aujourd'hui au bureau, on peut trouver à côté des salles de réunion, des salles de méditation, des alcôves cosy, des jeux, un atelier d'artistes et, de plus en plus souvent, un jardin ou un potager sur le toit, en pleine ville. Et puis, en me baladant dans le jardin, j'ai rencontré Stefano. Bonjour, moi je m'appelle Elodie et vous? Moi, je m'appelle Stefano Rubotti. Je suis italienne, pire, je suis génois. Ouais. Vous venez souvent dans le jardin? Pas souvent. Nous, on est un peu plongé dans le travail, d'habitude. Mais on a, autant qu'agence d'architecture... Il est architecte, plutôt connu, mais il a choisi de mettre son bureau en coworking pour l'inspiration. On rentre toujours dans les coworking car le partage, c'est toujours un ping-pong assez intéressant. À la fois, on a rencontré dans des autres coworking, même ici, des gens qui font des vidéojeux, des jeux vidéo, des avocats sur le domaine du pétrole, et des ingénieurs, des autres architectes. Et donc, on a toujours un ping-pong avec des réalités tout à fait étranges et inconnues. C'est super bien, en tout cas, pour nous. Est-ce que ça vous a déjà inspiré des idées? Tout à fait, oui. Par exemple, aujourd'hui, on essaye de transformer la façade vitrée où on peut la vivre comme si c'était des grands fauteuils. C'est-à-dire que moi, je peux m'asseoir sur ma fenêtre. Et on l'a vu en regardant les gens, les petits détails du Sherlock Holmes. Pourquoi les gens ils s'approchent assez des fenêtres et pas des murs? C'est-à-dire qu'on le voit souvent dans les coworking, tout le monde il s'approche dans les fenêtres. Il déplace même les sièges à côté de la fenêtre pour avoir un petit rayon soleil, être un peu détendu. Et dans l'architecture, tout ça, on peut le transformer
Et ma fenêtre, ça devient un espace plus épais où je peux mettre un petit canapé. Et voilà. Ça fait 16 ans qu'on travaille avec le designer Philippe Stark. Avec Stark, chaque fois qu'on fait un travail sur l'architecture, on voit énormément de films, nous, surtout sur les films de Kubrick ou d'Antonioni italien. On le regarde, après on l'écoute sans le regarder, on enregistre que le dialogue. Mais en tout cas, c'est assez intéressant. Je vous sollicite à ne pas regarder les films, mais les écouter. C'est un petit couloir de rêve sans image. Mais le son, il vous projette plus loin que l'image. Le son de Kubrick pour s'inspirer au boulot, pas mal. Mais comme les ciné étaient fermés et que j'ai l'habitude d'écouter du son sans image, j'ai voulu faire l'inverse. J'ai regardé des images, sans le son, sur Instagram. Et là, je suis tombée sur le compte d'une potière. C'était celui de Julie Secaldi de chez Google Android. Et j'ai vraiment adoré ses poteries. Alors, je l'ai appelée pour lui en acheter une. Ah bah merci, c'est gentil. Non, je les vends pas. J'en ai pas beaucoup. Mais ouais, j'adore ça. J'adore ça. Ici, c'est le truc, c'est un des gros trucs que tout le monde fait. La poterie, la céramique, il y en a partout, quoi. C'est vraiment... À New York, où vit Julie, de nouveaux types d'espaces de coworking sont nés récemment. Des ateliers de poterie ou de céramique partagés, en accès libre, qui deviennent parfois presque des extensions du bureau pour certains New-Yorkais suractifs. Et ouais, t'es membre d'un studio, tu peux y aller 24/24, et il y a un four, et il y a tout le truc, ouais. J'y vais souvent le soir d'ailleurs, quand je suis toute seule. Hier soir, j'étais jusqu'à minuit, toute seule. J'adore. Comme on dit parfois, tu sais que tu peux trouver une idée sous la douche ou résoudre un problème sous la douche. Moi, j'en résous beaucoup sans y penser, hein. Je suis en train de me battre avec un morceau de terre-glace sur une roue et je pense évidemment pas du tout à la réunion du lendemain, mais je sors de ce truc-là et en fait, je sais comment je vais gérer la réunion du lendemain. La méditation, c'est exactement pareil. Je me souviens quand j'étais beaucoup plus jeune et que j'ai commencé à bosser, je me forçais à regarder un truc complètement random et à trouver le rapport avec mon travail. Plus l'objet était éloigné de ton truc, plus c'était intéressant. Maintenant, je pense que je le fais de façon plus, on va dire, maîtrisée grâce à la méditation, etc. Mais je pense que c'est un exercice marrant à faire de temps en temps. Prends un truc vraiment random et tu trouves une application en podcast. La poignée de porte derrière toi. Quel est le rapport entre une poignée de porte et les podcasts ? Est-ce que c'est dans, j'en sais rien, moi, l'acte de tourner cette poignée, de la toucher c'est juste que je pense que c'est un muscle, en fait. Et toi, Julie, si tu devais exercer ce muscle dans ton travail, qu'est-ce que tu ferais, par exemple, avec cette poignée de porte ? Par rapport à mon boulot, là, tu m'as remis dans l'univers d'Android. Alors, je sais pas. Là, je pense que les premiers trucs auxquels je pense, c'est peut-être plus le côté tactile du truc, de cet objet qui a l'air en plus très doux et très rond. Et je pense, du coup, au téléphone, tu vois, qu'on a dans nos mains. Et je sais pas, il y a peut-être un truc plus sur le côté tactile de l'objet, voilà. Qui pourrait inspirer le développement de nouveaux objets connectés. On sait. Qu'y a-t-il derrière ces portes ? Dans le prochain épisode, on verra ce qu'il peut y avoir derrière cette poignée de porte. Une poignée ou planche désigne une pièce sur laquelle on pose la main pour fermer, ouvrir, tirer à soi ou pousser une porte, une portière ou une fenêtre. On verra comment rebondir sur l'imprévu. Je vais aller faire encore un peu de sérendipité aujourd'hui. On verra si Internet et les big data peuvent créer plus de sérendipité. On n'avait pas prévu de développer un studio d'enregistrement. Et on va essayer de déjouer les algorithmes de Google. Ok, c'est bon à savoir. Merci d'avoir cru aux surprises de Chasing Serendipity, un podcast d'Élodie Maillot pour Welcome Originals, produit par Paradiso. Rédaction au chef Julien Négui et Tristan Lochon. Production Axel Gobert. Chargé de production Claire Français et Amy Faconnier. Réalisation Alexandre Ferreira. Montage Élodie Maillot. Enregistrement Théo Albaric. Musique Arthur Simonini. Et supervision du projet Benoît Dunègre. Fermez la porte. Vous vous rappelez ? Ça vous dérange pas si je passe un coup de fil pour dire que je suis en retard ? Merci, monsieur. Allô ? Oui, Alexis ? Oui.
Bonjour, c'est Elodie pour le podcast sur la sérendipité. Vous êtes arrivé? Je suis pas arrivée en fait, je sais pas ce qui s'est passé, la chaîne de mon vélo s'est cassée. Ah là là, catastrophe. Ouais, je sais pas. Bon, je me dis comme je travaille sur la sérendipité, je dois prendre ça bien. Mais donc je suis là, je pense, dans 10 minutes. D'accord. Allô? Allô? Ah ben non, je vous rappelle, mais c'était pas vous que je voulais avoir. Désolé, à tout de suite. À tout de suite.